Bonsoir chers élèves, chers étudiants. Nous sommes toujours dans la dynamique de notre émission Les Révisions. Et aujourd'hui, nous portons la thématique sur deux éléments fondamentaux du programme du soir liés à ce qu'on appelle la coexistence pacifique et la détente. La coexistence pacifique et la détente. Alors, il s'agit ici de la mise en relation de deux notions qui semblent dire la même chose, mais selon les époques et les périodes et les événements qui s'interagissent, ça se différencie. Donc, la coexistence pacifique, on peut la situer dans la période du milieu des années 50, précisément à partir de 1953 jusque dans les années 62. Cette fourchette chronologique, n'est-ce pas, nous sommes dans le cadre de la coexistence pacifique. Pourquoi? Parce que quand on parle de coexistence pacifique, il s'agit de ce qu'on appelle l'acceptation mutuelle des deux super grands, donc des États-Unis et de l'URSS, qui arrive à un moment de l'histoire des relations internationales, qui arrive à un essoufflement. Ils étaient complètement essoufflés et à bout de course. Fatigués, pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé d'énormes moyens financiers, mais également matériels, économiques et humains. Ils étaient tellement fatigués qu'on parle, n'est-ce pas, de rapprochement Est-Ouest. Rapprochement Est-Ouest, favorisé à travers quatre grands facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on pourrait appeler le changement d'homme et de politique. Non? Le premier facteur, c'est celui-là. Changement d'homme et de politique. À la tête des deux super grands. D'hommes et de politique à la tête des deux super grands. Le deuxième facteur qui favorise ce qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terre. L'équilibre de la terre. Le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. L'émergence du tiers-monde. Et le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la fissuration des blocs. La fissuration des deux blocs, Est et Ouest. Alors, ces quatre facteurs réunis vont favoriser ce qu'on appelle la coexistence pacifique. La coexistence pacifique. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier facteur, c'est le changement d'homme et de politique à la tête de deux super grands. À partir du milieu des années 50, précisément disons à partir de 1953, aux États-Unis, le président Truman, il perd le pouvoir, il sera remplacé par le président Eisenhower, qui arrive. Il y a changement donc. En URSS également, à partir de 8 mars 1953, le président Staline meurt et par conséquent sera remplacé par le président Nikita Khrouchtchev. Donc il y a le changement d'homme et de politique à la tête des deux super grands. Ces deux hommes apprécient bien ce qu'on appelle la valeur de la paix. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le président Eisenhower, dans sa logique de relations internationales, il croit que les conflits entre les États-Unis et l'URSS constituent un obstacle au rayonnement économique des États-Unis. Et par conséquent, il commence à mettre en place un ensemble de politiques qui permet le rapprochement entre les deux. Mais il constate également qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des éléments anticommunistes qui, d'ailleurs, dans cette logique, ne sont pas favorables à ce qu'on appelle le rapprochement des deux. Ils commencent par faire un toilettage dans ce qu'on appelle, dans son camp. La même logique en URSS, Nikita Khrouchtchev arrive au pouvoir. Et Khrouchtchev, qui a déjà compris que non seulement le conflit entre les États-Unis et l'URSS bloque leur rayonnement économique mais aussi diplomatique, mais constitue également un élément qui aille dans la logique du déficit budgétaire. Parce que d'énormes moyens ont été investis dans cette guerre pour soutenir ce qu'on appelle les ennemis. Alors, lui-même constate aussi que l'entourage de l'ancien président Staline
était constitué de clans anti-américains. Et par conséquent, lui aussi, il commence par évincer tous ceux qui sont contre de cette politique et va véritablement se débarrasser d'un certain ministre qu'on appelle Molotov. Alors, vous voyez que le changement des hommes aille dans une logique aussi de changement de politique. Et ce sont ces changements qui vont véritablement permettre de favoriser ce qu'on appelle le rapprochement Est-Ouest. Le deuxième facteur également qui va favoriser la coexistence pacifique, c'est l'équilibre de la terreur. En réalité, les deux supergrands, en l'occurrence les États-Unis et l'URSS, sont arrivés à un moment où, du point de vue de l'artillerie, du point de vue de ce qu'on appelle l'armement, les deux étaient équilibrés. Ils arrivent à ce qu'on appelle une atmosphère de dissuasion réciproque. Parce qu'autant les Américains, ils ont ce qu'on appelle la bombe atomique, autant les Soviétiques en ont. Autant les Soviétiques mettent en place en 1952 la bombe H-hydrogène et les États-Unis leur emboîtent le pas en 1953. Autant les missiles intercontinentaux sont également détenus par les Soviétiques, pour autant les Américains en ont aussi. Et c'est ça ce qu'on appelle la conquête de l'espace. Alors, dans cette logique, maintenant, il y a équilibre de la terreur entre les deux supergrands. Cela va favoriser ce qu'on appelle une dissuasion réciproque des deux qui vont véritablement dire attention, on est arrivé à un moment où, pour un rien, on peut arriver à ce qu'on appelle le traitement du troisième guerre mondiale qui pourra être fatal à l'espèce humaine sur la planète Terre. Donc cela favorise également le rapprochement Est-Ouest. Le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. Alors pour parler de l'émergence du tiers-monde, il s'agit ici d'un troisième pôle qui va se constituer à partir de 1954-55 du moins avec la conférence de Bandung. Parce que jusqu'ici on parle de bipolarisation, le monde était bipolarisé parce qu'il y avait deux pôles, les États-Unis et l'URSS. Milieu des années 50, à la conférence de Bandung, de nouveaux leaders émergent. Il s'agit de Nehru, Tito, Gamal Abdel Nasser, qui constituent les leaders de ce qu'on appelle les mouvements du tiers-monde, qui vont constituer un troisième bloc et qui vont jouer un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle les relations SOS. Ils ne sont ni socialistes ni capitalistes, ce qui les intéresse, c'est ce qu'on appelle la valeur de la paix dans le monde, mais également ce qu'on appelle la décolonisation et l'accession à la souveraineté internationale des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Ce qui fait que ce troisième pôle qui se constitue démontre à suffisance que le monopole de la gestion mondiale ne reste plus entre les mains ni des États-Unis ni de l'URSS. Et par conséquent, le quatrième facteur est lié à ce qu'on appelle la fissuration des blocs. En fait, non seulement les deux supergrands sont fatigués, mais il y a des contradictions internes qui vont véritablement semer les germes de la division. Ce qui fait que dans le bloc de l'Ouest, le camp des États-Unis, la contradiction viendra directement de la France du général de Gaulle, qui conteste le leadership américain, qui veut véritablement s'émanciper de la tutelle longtemps exercée sur elle par ce qu'on appelle son protecteur américain, qui même aille dans la logique d'initier des relations économiques avec les pays de l'Est, et menace même les États-Unis de s'allier avec l'URSS. Vous voyez donc à l'intérieur même du bloc qu'on appelle occidental, il y a des facteurs qui aillent dans une logique de saper l'unité. A l'inverse, maintenant, dans le camp de l'URSS, la contradiction viendra de la Chine de Mao Zedong. Mao rejette la coexistence pacifique. Il y a ainsi ce qu'on appelle le schisme sino-soviétique. Schisme sino-soviétique. Et ce schisme sino-soviétique vient de la contestation de Mao Zedong qui véritablement rejette la coexistence pacifique et qui aille jusqu'à menacer l'URSS de se lier avec le camp occidental. Donc l'ensemble de ces quatre facteurs réunis vont favoriser ce qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est-à-dire que les relations Est-Ouest commencent à se tiédir et par conséquent les deux supergrands commencent à discuter et la hache de guerre commence véritablement à être enterrée. Alors, aussitôt, n'est-ce pas, aussitôt la hache de guerre est enterrée, aussitôt également d'autres éléments vont remettre en question la coexistence pacifique. On parle les avatars de la coexistence pacifique. Avatars ou les limites de la coexistence pacifique. Alors, ces limites de la coexistence pacifique, déjà, vous avez ce qu'on appelle la crise de Suez de 1956.
Nous avons également la deuxième crise de Berlin d'avril 1961, mais également ce qu'on appelle la crise des fusées de Cuba. Donc, voici ce que je voulais parler par rapport à ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Et maintenant, nous allons dans une autre vidéo aller dans la logique véritablement d'expliquer ce qu'on appelle les avatars, les limites de la coexistence pacifique et par conséquent de se projeter dans la logique de la détente. Voici résumé, chers jeunes spectateurs, ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Merci.